L'expérience de Stanford a été organisée par F. Zimbardo et ses assistants. Les scientifiques se sont fixés des objectifs. Étudier la nature de la cruauté et de la violence qui se manifestent lorsqu'ils sont dans des rôles sociaux inhabituels pour eux. En même temps, les expériences de Zimbardo ont montré les réactions des gens face à des restrictions forcées de leur liberté. L'expérience de la prison de Stanford menée par Philippe Zimbardo est un exemple clair de la manière dont les rôles sociaux sont déterminés par la présence ou l'absence de traits sadiques dans le caractère d'une personne. L'histoire de l'expérience de Stanford. L'expérience de la prison de Stanford a été conçue sur la base d'une expérience similaire menée par Zimbardo avec l'étudiant D. Yaffe dans les murs de l'auberge. Le projet de F. Zimbardo pour cet étudiant lui attribuait les rôles d'assistant et d'observateur externe. L'expérience de Stanford a été planifiée et réalisée au sein de l'université en août 1971. Des scientifiques ont publié dans le journal de l'université une annonce selon laquelle des étudiants de sexe masculin seraient invités à participer à une étude sur la psychologie des prisonniers. Il a également précisé que les sujets seraient rémunérés pour leur participation à l'expérience carcérale de Philippe Zimbardo et que l'expérience elle-même durerait 2 semaines. Selon l'auteur, les étudiants devaient se tester dans 2 rôles différents, celui de prisonnier et celui de gardien de prison. Cela était nécessaire pour suivre les changements de comportement humain dans des situations créées artificiellement. L'expérience a été commandée par la marine américaine car les chefs de flotte s'intéressaient aux causes des conflits fréquents dans les colonies marines et pénitentiaires. Au cours de l'expérience, D. Yaffe a rédigé un mémo. Grâce à cette analyse, il peut affirmer en toute confiance qu'il a en partie façonné la cruauté du comportement du directeur, qui est à l'origine du scénario et du modèle comportemental de ce groupe. L'enregistrement audio confirme que Yaffe a insisté sur la manifestation de la cruauté et de l'agression par les gardes du pseudo-directeur, et a assuré le sujet que cela était nécessaire pour la science. Aujourd'hui, l'expérience menée à l'université de Stanford est devenue célèbre dans le monde entier. Les objectifs et les résultats de l'expérience ne correspondaient pas. La psychologie des sujets a changé radicalement au cours de l'expérience. Les résultats de l'expérience ont choqué non seulement les participants, mais aussi les initiateurs de l'étude. 3 films ont été réalisés sur l'expérience de Philippe Zimbardo à la prison de Stanford. Il existe également un livre détaillant la conduite de l'expérience de la prison de Stanford. Phase de préparation de l'étude. L'expérience de Philippe Zimbardo s'est déroulée en plusieurs étapes. Sélection des participants à l'expérience après une annonce dans le journal de l'université. 70 étudiants se sont portés volontaires pour participer à l'expérience de la prison de Stanford. Tous ont subi de nombreux tests psychologiques et, sur la base des résultats, Zimbardo a sélectionné 24 étudiants pour participer à l'expérience de Stanford. Ils n'ont montré aucune déviation dans leur développement physique et mental. Répartition entre gardiens et prisonniers. L'expérience de Philippe Zimbardo se caractérise par le fait que les sujets soumis à des rôles différents avaient à peu près le même âge et le même statut social. Ils étaient tous étudiants à l'université. Les scientifiques ont suggéré que leur connaissance sociale et l'expérience de vie accumulée étaient presque identiques. Dans la réalité, les étudiants étaient égaux entre eux et la répartition entre les 2 groupes s'est faite de manière aléatoire. Cependant, on a expliqué aux gardiens que ce rôle leur avait été attribué parce qu'ils possédaient les qualités personnelles nécessaires pour contrôler le comportement des prisonniers. Ils n'ont reçu aucune formation particulière. La veille du début de l'expérience, ils ont été invités à une réunion d'information au cours de laquelle ils ont été avertis du fait que la violence physique à l'encontre des prisonniers ne serait pas tolérée. Ils ont reçu des uniformes de gardiens, des lunettes de soleil à miroir et des matraques. Selon le plan de l'auteur, ils devaient faire le tour de la prison. Les gardiens ont été organisés pour travailler par équipe. Les gardiens travaillaient par équipe de 3 et leur service se terminait au bout de 8 heures, mais au bout de quelques jours, la plupart des gardiens ont exprimé le souhait de travailler dans une prison construite artificiellement. Les organisateurs de l'expérience ont prévenu qu'il s'agissait d'un temps de participation, mais qu'ils ne seraient pas payés pour l'expérience. Les organisateurs de l'expérience de la prison de Stanford ont temporairement informé les surveillants que leur travail consistait à créer un sentiment d'impuissance, de peur et de nostalgie chez les prisonniers. Ceux-ci doivent avoir le sentiment que les surveillants ont droit à l'arbitraire et que le comportement de chaque prisonnier est régi par le système et la surveillance. Il était donc prévu de détruire l'individualité des prisonniers. Il convient de noter que les prisonniers étaient convaincus que les jeunes hommes de grande taille seraient placés dans le groupe de surveillance. Le physique des sujets des organisateurs de l'expérience n'a cependant pas été pris en compte. Les attributs externes de l'expérience de la prison de Zimbardo se sont avérés suffisants pour que les sujets
sujet tente d'adopter un modèle de comportement approprié. Le directeur se comportait durement avec les prisonniers, qui perdaient rapidement leur caractère et cessaient de résister à la pression des responsables de l'ordre, des fonctionnaires de l'ordre. Les scientifiques ont donc divisé les étudiants en deux groupes. Dès le premier jour, 9 étudiants des deux groupes ont commencé à participer à l'expérience, avec 3 étudiants de chaque groupe en réserve. Au cours de l'expérience de la prison de Stanford, Zimbardo a dû introduire 2 réservistes dans le groupe des prisonniers et un réserviste dans le groupe des surveillants. Ainsi, dans l'expérience carcérale de Zimbardo, 21 étudiants ont participé, 10 encadrés et 11 arrêtés. Transformation d'une aile de l'université en prison. Une aile du bâtiment universitaire a été transformée en prison. La cour de la prison était un couloir dont la largeur ne dépassait pas 2 mètres. Dans ce couloir, il y avait des portes donnant sur 3 salles. Les portes ont été remplacées par des barreaux et tout le mobilier a été apporté du bureau. Dans l'auditoire, il n'y avait que des thés pour les prisonniers. La salle de formation a donc été transformée en prison. Selon l'idée de l'auteur, 3 personnes ont été placées dans chacune de ces caméras. Dans le même couloir, il y avait une buanderie, qui est devenue la chambre du superviseur. L'armoire à provisions située dans le couloir, dont les dimensions intérieures étaient de 70 x 70 cm, a été utilisée comme chambre individuelle. Cette situation a créé un paysage qui a contribué à la désorientation et à la perte d'identification des participants. Dans de telles situations, les jeunes perdent rapidement le sens de la réalité. Tout au long de l'expérience, Zimbardo lui-même et ses assistants ont observé de manière ciblée ce qui se passait dans la pseudo-supervision. Les prisonniers caméras et le quartier général de surveillance, ainsi que le couloir lui-même où se trouvaient ces pièces, étaient équipés de caméras et de nombreux dispositifs d'écoute. Arrestation d'un prisonnier. La veille de l'ouverture, pour amener un groupe de prisonniers à l'université, a été mise en scène par une véritable garde à vue. Chaque participant à l'expérience carcérale de Zimbardo a été temporairement accusé d'un délit spécifique. En même temps, la police n'a pas mentionné l'expérience. Les prisonniers ont été soumis à une garde à vue complète. Ils ont été photographiés, leurs empreintes digitales ont été effacées et ils ont été obligés de se déshabiller. Ils ont également reçu tous les attributs des prisonniers, exprimés par leurs droits. On leur a donné la forme de prisonnier avec un numéro cousu et du schiste de caoutchouc. Il ne leur a pas été proposé de porter des sous-vêtements pendant l'expérience. Les prisonniers devaient également porter des chaînes aux chevilles et un casque pour simuler un crâne rasé. En outre, ils ont été brièvement avertis que leur vrai nom ne serait pas utilisé, mais seulement le numéro cousu sur leurs vêtements pendant l'expérience. Lors de la conversation, il leur était également interdit d'utiliser leur nom. S'ils avaient besoin de contacter un superviseur pendant l'expérience, ils devaient utiliser un appel respectueux, officier. Les prisonniers ont été informés qu'ils avaient le droit d'aller aux toilettes 3 fois par jour et de prendre leur petit déjeuner, leur déjeuner et leur dîner. En outre, ils étaient censés être libres pendant 2 heures par jour, durant lesquelles ils avaient le droit de lire des ouvrages de fiction. Le reste du temps, ils étaient astreints à un travail obligatoire en prison, s'entraînant et construisant 3 fois par jour pour être validés. Les sorties avec les parents et les amis n'étaient autorisées que 2 fois par semaine. Ils ont été informés que des sanctions étaient prévues en cas de violation des règles de la prison. Une mutinerie conduit à une émeute le lendemain de la détention. Le lendemain matin, les prisonniers se sont révoltés et ont ignoré les règles établies de la prison improvisée. Ils ont arraché les numéros de leurs vêtements et les bas de leur tête. Ils ont bloqué l'entrée du lit à la caméra et se sont disputés bruyamment avec les gardiens. Les gardiens ont réprimé la révolte à l'aide d'extincteurs. Les gardiens ont annoncé que les prisonniers n'auraient pas de petit déjeuner en raison des troubles. L'instigateur du soulèvement a été placé dans une caméra individuelle, où il a été soumis à diverses humiliations et pressions psychologiques de la part des gardiens. Ce comportement de la part des gardiens a conduit le jeune homme à devenir hystérique. Il a dû être exclu de toute participation à l'expérience. En outre, les gardiens ont désigné les 3 prisonniers les plus calmes et les plus discrets. Ils ont été transférés dans des caméras VIP. Ils ont reçu une double portion de nourriture et ont été autorisés à effectuer des opérations sanitaires. L'ordre est rétabli. Le lendemain, le comportement des gardiens est devenu plus brutal et les prisonniers sont devenus de plus en plus dociles et malléables. Rendez-vous des prisonniers avec leurs parents et amis. Le deuxième jour, les prisonniers ont été autorisés à rencontrer leurs parents ou leurs amis. Le parent a été choqué lorsqu'il a vu le participant à l'expérience. Les jeunes qui avaient passé 2 jours dans le pseudo-tutelle étaient inhibés et épuisés. Les parents des participants à l'expérience de Stanford ont immédiatement pensé que l'étude ressemblait plus à un jeu dangereux qu'à un projet scientifique. Remplacement des participants aux grèves de la faim. Un participant ayant fait une dépression nerveuse pendant son séjour dans une chambre individuelle a été remplacé par un étudiant de la zone protégée. Lorsqu'il est arrivé
arrivé dans le rôle d'un prisonnier, il a immédiatement déclaré qu'il ne suivrait pas les règles établies. Il a tenté de déclencher une nouvelle révolte en annonçant une grève de la faim, mais les participants qui avaient pris part au jeu, depuis le début, ne se sont pas sentis habilités à ouvrir la confrontation. En conséquence, les nouveaux prisonniers condamnés à des fonctions de direction, sans soutien, sont devenus des parias. Les surveillants ont ordonné aux prisonniers restants de propager cette insurrection. Le fort impact émotionnel de la pseudo-chute et la gravité de la situation psychologique ont fait que, le soir venu, ce jeune homme a perdu son sang-froid. La poursuite de l'expérience pourrait avoir des conséquences irréversibles. Transaction. Les étudiants jouant le rôle d'agents de sécurité se sont pleinement habitués à leur nouveau statut. La plupart d'entre eux ont fait preuve de cruauté en recevant un pouvoir illimité. Ils humilient les prisonniers la nuit, croyant alors que la vidéosurveillance n'a pas fonctionné. Voyant que les événements évoluent rapidement, Zimbardo propose le 3e jour aux participants de l'expérience de jouer un rôle de conclusion. Transaction. Ils pouvaient quitter le projet et renoncer à la récompense financière pour y avoir participé. Tous les prisonniers ont accepté. Cependant, pour se conformer à la procédure de renonciation, ils ont dû rédiger une demande d'amnistie, qui a été soumise à l'examen d'inquisiteurs juifs. Leur rôle a été rempli par les derniers étudiants de la faculté de psychologie. En refusant volontairement d'accepter des récompenses matérielles pour leur participation à l'expérience, les étudiants ont garanti leur droit de quitter immédiatement la prison improvisée. Cependant, tous ont calmement rédigé des pétitions et se sont rendus en cellule pour attendre le tribunal Ju. Quelques heures plus tard, il a été informé que le tribunal Ju avait pris une décision négative sur toutes les demandes d'amnistie. Pour la moitié des prisonniers, cette nouvelle provoque des réactions hystériques. Le 6e jour, la cruauté des gardiens a atteint son paroxysme. Ils ont violé tous les principes éthiques et leurs actions ont posé un risque sérieux pour la santé mentale des prisonniers. L'expérience a dû être interrompue. Raison de l'arrêt de l'expérience. La décision de mettre fin au projet a été prise parce que le jeu était allé trop loin. Les conditions de détention des prisonniers sont devenues inhumaines. Les participants qui ne présentaient aucune déviation mentale au début du projet se trouvaient dans un état de stress sévère 6 jours plus tard. Zimbardo affirme que ces sujets se sont non seulement rapprochés dans leur nouveau rôle, mais qu'ils ont aussi eu l'impression qu'il n'était pas seulement un psychologue, mais aussi le directeur de la prison. L'auteur était tellement préoccupé par le châtiment qu'il a oublié les principes moraux qui devraient toujours être au-dessus de la science. Le message selon lequel le projet serait achevé avant la date prévue a été perçu de manière différente par les deux groupes de sujets. Les prisonniers avec enthousiasme et activation, et les surveillants avec déception et regret. Conclusion de l'expérience de Zimbardo. Selon Zimbardo, l'expérience de la prison de Stanford a prouvé que le pouvoir ruine les gens. En bref, l'expérience de Zimbardo permet de tirer les conclusions suivantes: si vous donnez à une personne un pouvoir illimité, elle en fera certainement usage. La tendance à la cruauté s'éveille. Si, dans des conditions normales, une personne n'est pas encline à l'agression, à la pression psychologique et à l'humiliation d'autrui, cela ne signifie pas qu'elle joue un nouveau rôle social. Les tendances sadiques se manifestent chez des personnes qui n'ont jamais eu de comportement inhumain auparavant, dans le court laps de temps nécessaire à l'acquisition d'un rôle social approprié. En ressentant la force des autres et les avantages du statut, les personnes perdent rapidement la capacité de résister à la pression psychologique. Les personnalités créatives ne peuvent pas faire face à l'injustice plus longtemps que les personnes passives. Les résultats de cette expérience ont été utilisés plus tard comme preuve visuelle de l'influence de l'autorité et comme confirmation de la théorie de la dissonance cognitive. Mon opinion sur l'expérience de Stanford. À la fin du siècle dernier, l'étude de la nature de la cruauté humaine a fait l'objet de recherches de la part de nombreux auteurs. Cependant, c'est Zimbardo qui a mené le projet le plus ambitieux à la fin du siècle dernier. L'auteur a réussi à apporter une contribution significative à la science. Les résultats de ces expériences ont trouvé des applications pratiques ainsi qu'en psychologie expérimentale. Cependant, dans cette expérience, le célèbre psychologue n'a pas pu mettre à profit toutes ses compétences. Je pense. Il n'a pas pu maintenir sa position de chercheur et a participé à des jeux dangereux. En outre, il a constaté le comportement inacceptable d'un groupe de superviseurs, mais n'a pas appliqué de sanctions à leur encontre. En d'autres termes, il a ignoré les principes moraux. Il ne voulait pas perturber l'expérience. Au lieu de sanctionner les comportements inacceptables, il a donné de plus en plus de liberté aux gardiens. Bien que de nombreuses sources affirment que le projet a été commandé par l'US Navy, il n'est pas facile de voir comment le client aurait pu utiliser les résultats de l'expérience de Philippe Zimbardo pour résoudre les problèmes qui lui étaient posés. À mon avis,
Les résultats de l'expérience ne peuvent pas être considérés comme absolument directifs et fiables. Les gardiens ne sont pas devenus eux-mêmes ce comportement, mais ont agi selon les instructions de D. Jaffe. Tous les documents décrivant ce projet de prison font référence à l'état psychologique difficile des sujets à la fin de leur séjour, de 6 jours dans des conditions terribles. Cependant, il n'y a pas d'information sur le fait qu'un travail de réhabilitation ait été effectué par la suite avec les sujets. Conclusion. Le projet de la prison de Stanford était une tentative de trouver des réponses sur la nature des tendances sadiques humaines. Cette étude a permis d'obtenir de nouvelles informations sur les autorités, l'autorité, le statut social et leur influence sur les êtres humains. Ces informations ont été précieuses pour la psychologie sociale. L'expérience de la prison de Stanford menée par Philippe Zimbardo a eu des avantages et des inconvénients. Des films ont été réalisés sur la base de l'expérience de la prison de Stanford. Chacun d'entre eux a été en mesure de démontrer pleinement les idées principales. Si une personne croit qu'elle peut toujours se contrôler et contrôler son comportement, quelles que soient les circonstances, elle a tort.